Bonjour et bienvenue dans cette émission du 29 août 2023 de cette web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons aborder la douloureuse question des crimes d'État contre les populations et la démocratie. Rappelons-nous pour commencer ce à quoi nous avons assisté au cours des 3 ans écoulés. D'abord, bien sûr, une suspension, une confiscation des droits et libertés fondamentales et des atteintes sans précédent à l'état de droit et à nos droits fondamentaux. Un prétexte pandémique, comme nous l'avons vu, construit de toutes pièces, c'est-à-dire que si on avait laissé les sociétés fonctionner normalement et les médecins généralistes soigner les patients malades, nous n'aurions rien vu de différent qu'aucune autre année. Alors ça, aujourd'hui, la science est parfaitement claire à ce sujet. Et avec des attaques violentes contre les dissidents, c'est-à-dire contre tous ceux qui essayaient de nommer la normalité des choses et de rappeler à la fois les contours de la réalité et de la science et des bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce qui a conduit l'État à se comporter d'une manière aussi destructrice, dommageable et qui trahit son engagement vis-à-vis de la population? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Qu'en est-il réellement? En rappelant qu'il y a des principes généraux du droit qui impliquent une hiérarchie. Et notamment l'élément le plus robuste, le plus saillant, le plus inaliénable est ce bloc constitutionnel. Ensuite, il y a des conventions internationales, il y a des lois qui sont passées, il y a des principes généraux, il y a des décrets, des arrêtés, des circulaires, une jurisprudence, mais tout ce qui vient après doit respecter impérativement le bloc constitutionnel qui est ce qui garantit les droits individuels et collectifs. Et donc, c'est un ensemble de principes et de dispositions que doivent respecter les lois. Or ici, et je suis les admirables analyses de maître Virginie de Auro-Recca, il y a plusieurs avocats qui se sont mobilisés avec talent et avec engagement, avec énergie, avec générosité, avec abnégation au cours de cette crise sanitaire. Je pense bien sûr à maître Jean-Pierre Joseph, on peut penser à maître Divizio, à maître Carlo Brusa, enfin tout un ensemble, je ne veux pas tous les citer, mais Virginie de Auro-Recca a vraiment été, à mon sens, le plus loin dans l'analyse globale des difficultés juridiques et dans les tentatives d'intervenir sur un plan judiciaire. Donc, je partage avec vous le fruit de son travail tel qu'elle l'a exprimé lors des colloques de Lisbonne et Marseille de l'automne 2022 consacrés au thème fraude et corruption au cours de la crise Covid, et elle traitait évidemment le volet corruption juridique et judiciaire, mais en relevant que ce qui nous a été imposé a porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est-à-dire qu'avec tout ce train de mesures inutiles et hyper coûteux, le gouvernement Macron a en fait détruit économiquement la société, des pans entiers sont en train de s'effondrer, le nombre de faillites a explosé, l'État s'est endetté à des niveaux astronomiques et qui nous mettent à tout jamais sous la coupe dans un asservissement aux puissances financières internationales, et puis en endommageant les forces vives du pays, sachant de surcroît que Macron a bradé tout le patrimoine industriel de la France à des intérêts étrangers. Il y a eu bien sûr une violation du droit à la vie et à l'intégrité des personnes. Tout ce qui nous a été imposé est profondément délétère par rapport à la santé. Violation de la liberté individuelle au mépris de l'habeas corpus, c'est-à-dire le fait que nous ayons été séquestrés à domicile et d'une telle gravité que ça requiert normalement le contrôle d'un juge judiciaire à bref délai. Vous voyez, on ne peut pas dire aux gens « vous êtes obligés de rester chez vous et sinon on vous met des amendes ou on vous enferme ». Violation, bien sûr, du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation. On sait le mépris, la brutalité, la violence et l'arbitraire avec lesquels le gouvernement a traité la population. Violation de la liberté d'aller et venir et de circuler, ça n'aura échappé à personne, mais encore une fois, l'État n'a pas à vous interdire de circuler, point barre. Et surtout pas pour un virus pas plus dangereux que ceux qu'on a d'année après année. Violation du principe général du droit de mener une vie familiale normale par l'interdiction d'aller rendre visite aux proches en EHPAD, y compris lorsqu'ils étaient en toute fin de vie.
il a été interdit d'aller dire adieu aux futurs disparus. Restriction de la possibilité d'assister aux funérailles et toute possibilité de se réunir en famille, ou alors 6, mais avec papy-mamie à la cuisine. Non mais il faut juste mesurer la gravité de ce qu'on évoque. Violation de la liberté d'entreprendre, inégalité de traitement quand les restaurants et les bars devaient fermer mais que les clubs échangistes restaient ouverts. Bon, on devine qu'il doit y avoir parmi les ministres et peut-être même le chef de l'État des adeptes de ce genre de pratique. Sinon, on ne voit pas très bien pourquoi ils auraient réservé ce traitement de faveur aux clubs échangistes. Violation du droit de manifester et de se rassembler, violation du droit à l'éducation, violation de la liberté de culte, manipulation de l'opinion afin de faire régner la terreur et troubler l'ordre public, gestion de crise totalement disproportionnée et non conforme aux pratiques habituelles en la matière, épidémie de tests PCR qui ne permettent pas de déterminer si le patient est malade, interdiction des traitements disponibles contre la Covid, violation des droits des patients et de la liberté de prescrire des médecins, homicide par administration de Rivotril dans les EHPAD, crime contre l'humanité par rapport au code de Nuremberg, actes de maltraitance et torture à l'égard des enfants, voilà tout ce dont nos gouvernements se sont rendus coupables. Ce sont des crimes d'État contre les populations et contre la démocratie, et ça nous met dans cette position extrêmement difficile. Que faites-vous quand c'est votre propre gouvernement qui est criminel envers vous ? Alors, maître Virginie Delarourrekia a engagé un ensemble de procédures judiciaires pour essayer de faire reconnaître par la justice le troisième pouvoir, normalement indépendant, mais Dieu sait si elle ne l'est plus, hélas, et notamment en invoquant les griefs suivants: abus frauduleux de l'état d'ignorance et de la situation de faiblesse des Français en état de sujétion psychologique résultant de techniques propres à altérer leur jugement, de manipulation, de propagande, d'ostracisation, etc. Complicité d'extorsion et de tentative d'extorsion de consentement, nous l'avons vu par rapport à l'expérimentation médicale génique, le consentement ne pouvait pas être donné de manière régulière et légale. Donc, il y a une extorsion de consentement. Tromperie aggravée et tentative de tromperie aggravée commise en bande organisée. Escroquerie et tentative d'escroquerie, on a fait croire aux gens des choses qui n'étaient pas vraies, on leur a vendu des solutions qu'on savait être fausses, complicité d'empoisonnement et de tentative d'empoisonnement, participation à une association de malfaiteurs et bien sûr crime contre l'humanité. Alors, il y a plein de procédures qui ont été posées par maître Virginie Delarourrekia et d'autres avocats en faveur d'un ensemble de collectifs et associations, par exemple contre les médias. Bien sûr, la responsabilité des médias, qui est écrasante. Ils se sont compromis d'une manière qui n'est pas acceptable et qui n'est pas légale. Une plainte portée par les associations Bon Sens et l'EMSIB, Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante. Plainte contre Emmanuel Le Chibre et Martin Blachier, ces experts de plateau qui ont dit des horreurs contre les non-vaccinés. Plainte avec Maître Joseph pour crime d'empoisonnement devant le tribunal judiciaire de Paris, plainte contre La République En Marche pour dérive sectaire, plainte contre les parlementaires ayant voté la loi du 5 août qui entérinait les mesures relatives à la soi-disant gestion sanitaire. Et tout ça s'est soldé pour l'instant par aucun résultat positif devant la justice, mais une garde à vue de maître Virginie Delarourrekia, qui a été raflée chez elle à 6 heures du matin dans une intimidation évidente. Pourquoi ? Parce qu'elle défend quelqu'un qui est accusé de quelque chose. Oui, c'est le rôle d'un avocat. Et donc on voit vraiment à quel point l'État macronien n'est plus un État de droit. Il y a également d'autres plaintes qui ont été déposées, comme celle du collectif des syndicats et associations professionnelles européens devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. En Suisse, Maître Kruse a porté plainte contre Swissmedic, c'est-à-dire l'équivalent de la NSM, qui évidemment n'a pas fait son travail. Et puis, M. Nadjadi a porté plainte contre le président de la Confédération suisse, qui a induit le peuple en erreur par rapport à une votation. Donc voilà la réalité des choses, c'est qu'il y a des crimes en cours, la justice ne nous défend plus, et évidemment que tout cela est protégé par l'étiquette de complotiste qui historiquement sert à cela.
Alors je vous en donne un petit exemple tiré d'une émission d'information de la radio-télévision suisse, grand propagandiste devant l'éternel. Je vous laisse savourer cet échange entre un médecin cantonal qui a appliqué des mesures d'une violence et d'une abusivité, mais indescriptibles vis-à-vis de la population. Pour vous donner un exemple, il voulait même à un moment donné imposer des tests PCR aux enfants dans les crèches et les garderies, à partir de quelques mois, qu'on aille les violenter. Et c'est devant la bronca des parents qu'il a reculé. Mais écoutez ce monsieur et vous verrez à quoi on a affaire. Figure publique, Claude-François Robert, des menaces, des attaques, vous avez vécu ça aussi ou pas? Oui, peut-être moins que certains de mes collègues, en particulier à Genève, mais on a eu ces pressions-là. Vous regardez comment cette complosphère qui existe aujourd'hui, alors que bon, la pandémie est à peu près terminée, mais qui s'est durcie, qui s'est structurée. On va dire que vous êtes un disciple de Bill Gates, George Soros, vendu au pharma, que sais-je. Vous regardez tout ça très précisément? J'ai tout entendu, mais je pense que la grande leçon, et puis ce que j'essaye de faire passer dans mes enseignements, c'est que en santé publique, on doit aussi apprendre à maîtriser la communication et ces fake news. On ne peut pas rester passif par rapport à ça. On doit pouvoir en faire quelque chose parce que ça ne va pas s'arrêter. Alors, il se trouve accessoirement que je connais ce monsieur, j'ai collaboré avec lui il y a longtemps dans le cadre d'une planification sanitaire, et franchement, c'est pas un mauvais bougre. C'est pas un enragé, mais je trouve qu'on voit même à l'écran qu'il est ahuri. Il est « Ah oui, non, mais on nous a attaqués. Et puis alors, les fausses informations, c'est très grave. » Et il est incapable de comprendre que lui-même n'a cessé de dire des choses fausses à la population, qu'il a imposé des mesures extraordinairement abusives et délétères qu'il n'avait pas le droit d'imposer, et évidemment avec le pantin journaliste de la radio-télévision suisse qui, mais alors quand même, cette complosphère, on va dire que vous êtes aux mains de Bill Gates et Soros et Big Pharma. Il est vrai que Bill Gates, George Soros et Big Pharma ne sont pas du tout dignes de questionnement ou de soupçons quant au rôle qu'ils jouent. Mais un journaliste n'est pas payé pour ça. Il est parlé pour payer de la complosphère et non pas de la corruptosphère. Mais évidemment que ce que Philippe Reval, le journaliste en question, enfin journaliste, journaleux, au mieux, ignore, c'est que précisément l'étiquette de complotiste sert à ça. Alors, j'ai eu le privilège de co-préfacer avec Ariane Biran le livre de Lansday Haven-Smith, un professeur de sciences politiques aux États-Unis, qui s'appelle « Aux origines de la théorie du complot » dans la traduction française, un outil de contrôle de la pensée. Et ce que montre Lansday Haven-Smith, c'est que le terme de complotiste, on le sait quand même aujourd'hui, a été diffusé massivement par la CIA en 67 pour décrédibiliser toutes les personnes qui remettaient en question les conclusions du rapport d'enquête Warren sur l'assassinat du président Kennedy. Des conclusions qui sont juste impossibles, dont on sait qu'elles sont fausses. Et donc, pour faire un contre-feu, la CIA a convaincu les journaux d'étiqueter comme théoriciens du complot toutes celles et ceux qui oseraient s'attaquer à ce rapport complètement pourri. Et donc, la réalité, c'est que ce terme n'est qu'une étiquette, une attaque pour dissuader les gens de s'intéresser aux liens existants entre des événements politiques majeurs tels que des assassinats, des attentats, des fraudes électorales ou la corruption systémique de certains secteurs d'activité comme Big Pharma. Donc, on va vous accuser d'être de mèche avec George Soros et Bill Gates. Et oui, et ça évite de s'intéresser à Bill Gates et George Soros. Alors, Lansday Haven-Smith a produit plein d'articles extrêmement intéressants sur comment est-ce qu'on prévient les crimes d'État contre la démocratie. Lesquels, crimes d'État contre la démocratie, c'est une idée toute simple. C'est le fait qu'un gouvernement ne respecte pas la loi au détriment de la démocratie et de la population. Par exemple, quand le président Bush et ses acolytes ont déclaré que l'Irak possédait des armes de destruction massive, c'était un crime d'État contre la démocratie. Ils ont privé le Congrès, les parlementaires, la justice et le peuple des informations nécessaires à comprendre la situation et voir s'ils étaient d'accord ou non de soutenir l'intention guerrière du président. Et donc, l'effet avéré de la plupart des crimes d'État contre la démocratie, souligne Lansday Haven-Smith, est d'encourager la panique sociale et l'autoritarisme auprès du grand public, ce qui est exactement ce à quoi ont participé tous ces gens. Avec de surcroît quelque chose de profondément illogique. Je cite Lansday Haven-Smith. « Les détracteurs des thèses sur l'existence de conspirations aboutissent à des définitions inexploitables parce qu'ils essayent de formuler de façon intrinsèquement irrationnelle la question de l'intrigue politique. En réalité, pourtant, il n'y a rien d'intrinsèquement irrationnel à suspecter des personnes puissantes.
Tout dépend de la nature de la négation, des preuves à l'appui ou à l'encontre de cette allégation, du contexte dans lequel s'inscrit la suspicion, etc. Par conséquent, il n'y a pas d'autre alternative que d'examiner chaque thèse envisageant une conspiration selon son bien-fondé. Ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai. Une théorie du complot est une supposition concernant une conspiration qui peut être vraie ou non. Une supposition qui n'a pas encore été prouvée. Or, actuellement, nous sommes en Europe et en Occident dans un état de corruption généralisée. Regardez ce que dit le juge belge chargé de l'instruction du scandale de corruption au Parlement européen. Nous sommes entièrement dévorés par les organisations criminelles. C'est le juge en charge de l'enquête qui dit ça. Est-ce que ce juge est complotiste ou est-ce qu'il a sous les yeux un problème gravissime ? Or, en faisant ce que fait M. Reva et d'autres, tant d'autres, il utilise une étiquette théorie du complot, non pas pour désigner une position qui doit être examinée, mais pour couper court à la discussion avant même qu'elle ait commencé. Et ça, c'est être complice des crimes en cours. Alors de nouveau, je mets en ballant des phrases aussi stupides que celles de Rudi Reichstadt, mais il est payé pour ça et je crois qu'il y croit en plus. Le complotisme constitue une menace mortelle pour la démocratie. Avec, nous sommes entièrement dévorés par les organisations criminelles. Où se situe le réel danger pour la démocratie? Pas là où M. Reichstadt ou M. Reva cherchent à vous faire croire qu'il se situe.